Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 9 décembre, nous partirons du côté du groupe scolaire Édouard Vaillant à Nîmes pour des violences à l'école. Nous parlerons du plan Rhône. Des travaux sur la digue à Arles, côté nord, ont débuté ce matin. Les riverains protestent. Et nous parlerons énergie renouvelable avec le salon Energaia et de l'agro-photovoltaïque. On commence tout de suite avec un émoi au groupe scolaire Édouard Vaillant à Nîmes. Un enfant de 7 ans se serait livré à des attouchements auprès d'élèves de cours préparatoires. Selon les parents, ce serait une vingtaine d'enfants qui auraient été victimes de ces agissements. Retour sur les faits avec Olivier Michel. Il y avait la petite dans les toilettes avec le garçon et la fille elle a hurlé à mort. Et là il y a eu un professeur qui est parti aux toilettes et de là il y a vu la gamine allongée par terre avec le gamin au-dessus. Affaire d'attouchement au groupe scolaire Édouard Vaillant. Situé à Pissevin, l'établissement est depuis lundi en plein émoi. Un enfant de 7 ans, peut-être accompagné de 2 autres, se serait livré à des exhibitions et des attouchements auprès de ses camarades de CEP. Il venait se plaindre à la maison qu'un garçon le forçait à enlever son pantalon, à embrasser d'autres gens dans la classe, à toucher les parties intimes. C'était lundi après-midi, il a vu un petit garçon aux toilettes, il s'est mis tout nu et il faisait des choses et il a eu tellement peur qu'il en est parti. Il s'est échappé des toilettes. Une situation qui durerait depuis plusieurs mois et qui a été signalée au directeur. Un directeur absent depuis lundi pour maladie. De son côté, l'académie, qui a entendu cet après-midi les parents durant 2 heures, se dit être au courant depuis le début de semaine. Sans doute qu'il y a 2 mois, il y a eu des choses dites par ces mamans, mais je ne peux pas penser qu'elles aient été aussi explicites que ce qui est apparu dans le témoignage qu'elles ont fait mardi. Et donc s'il y a 2 mois, ça n'a pas été fait, c'est que les informations n'étaient pas de la même nature, n'ont pas été perçues avec le même degré de gravité, parce que bien entendu, nous aurions réagi exactement de la même façon il y a 2 mois si on avait compris de quoi il s'agissait. Présents ce matin à l'hôtel de police, les parents d'élèves ont été entendus. Une enquête est en cours. L'élève incriminé est en classe relais depuis la rentrée et souffrirait de troubles comportementaux. Temporairement absent, il devrait réintégrer le groupe scolaire dès lundi. Lundi, si le petit est là, on bloquera l'école. Nos enfants n'iront pas à l'école. Ce sera le seul qui sera à l'intérieur de l'école. Tout le reste n'iront pas à l'école. Une nouvelle réunion entre parents et inspection académique est fixée au 15 janvier. Des mesures au sein de l'établissement ont d'ores et déjà été prises, parmi lesquelles la surveillance aux toilettes. Affaire à suivre donc, les inondations de décembre 2003 après celles de 93 et 94 ont amené les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie globale pour protéger les territoires des crues du fleuve. L'État a associé les 5 régions concernées, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ainsi qu'est né le 12 juillet 2005 le plan Rhône pour un projet global de développement durable et une meilleure connaissance des territoires pour décider d'ouvrages censés protéger les habitants. Sur la commune d'Arles, le risque d'inondation par voie fluviale est le plus fréquent. 86% du territoire communal est situé en zone inondable, protégée par des digues. 8 millions d'euros de financement pour la construction des travaux de fermeture de la production nord ont été lancés ce matin, non sans débordement. Franck Chassagnon. Vous dites de gauche, vous, monsieur le maire. Vous êtes pour les ouvriers. Vous n'êtes pas pour les ouvriers. Parce qu'en majorité, c'est que des ouvriers qui sont là. On a perdu 1 million d'euros en 2003. On n'a pas été récupéré de rien du tout. Aujourd'hui, ça recommence et on sait faire. Déterminés à se faire entendre, ce matin, les 300 habitants de la plaine du Grand Trébon, au nord de Arles, ont perturbé le lancement des travaux d'une nouvelle digue anti-inondation. Depuis 2003 et les grandes inondations, les riverains de cette zone se sentent oubliés. Pour eux, la construction de la digue ne les épargnera pas de la montée des eaux, bien au contraire. 7 ans après les inondations, c'est un mur de 3,50 m de haut auquel nous on va être adossés et complètement abandonné en première ligne de l'autre côté. Le prochain Xynthia, c'est ici que ça va se produire. Parce que on a entre le Rhône qui va se déverser et la digue qui va bloquer l'eau, nous on est dedans. Depuis le début du plan Rhône, on nous a toujours parlé de solidarité amont-aval, rive droite, rive gauche. Mais on s'aperçoit que vis-à-vis de nous, il n'y a aucune façon, il n'y a quelconque solidarité. Absolument pas. Certains d'entre eux seraient prêts à quitter leur maison en échange d'une indemnisation. Seulement voilà, les autorités ne sont pas d'accord. Pour eux, les travaux permettront de sécuriser les habitants du Trébon. Le dispositif du plan Rhône est un ensemble cohérent
qui va améliorer la protection, puisqu'aujourd'hui, dans la plaine du Trébon, les gens ne sont pas protégés pour une crue de type 2003. Et à l'issue de ces aménagements, ils le seront. Il y a une amélioration normalement des conditions pour la population d'un côté et une neutralisation des effets des mesures et des hauteurs d'eau de l'autre côté. Les habitants du Trébon seraient donc mis en sécurité mais seraient moins bien protégés que le quartier nord de la ville et ses 8000 résidents. Mais pour les autorités, il a fallu faire des choix. On a considéré que l'opération était d'utilité publique, notamment parce qu'elle protège plusieurs milliers de personnes qui sont situées de ce côté-là. Donc forcément, il y a un impact. On ne peut pas faire des travaux d'une telle ampleur sans modifier un peu la situation existante. Mais l'utilité publique, elle a été considérée et elle est appliquée. Les travaux ont donc officiellement commencé aujourd'hui. Le chantier devrait être livré dans 18 mois. En attendant, les 300 habitants du Trébon ne comptent pas rester les bras croisés. Affaire à suivre du côté d'Arles et du Rhône. On reste dans les énergies, on part du côté des énergies renouvelables pour la 4e édition d'Energaia, salon international des énergies renouvelables qui a ouvert ses portes hier mercredi 8 décembre au parc des expositions de Montpellier. Un salon 100% dédié à tous les professionnels des énergies renouvelables et de la construction durable. Durant 4 jours, Energaia rassemble sur 40 000 mètres d'exposition plus de 500 exposants internationaux venus présenter leurs technologies et solutions nouvelles en matière d'énergie nouvelle et de construction durable. Maxence Kerebel. C'est un salon qui est tourné à pratiquement 60% dans le domaine de l'énergie solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Thermique, c'est-à-dire le chauffe-eau tout bête que vous avez à la maison chez vous. Et puis dans le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire sur votre toit ou alors des fermes solaires complètes. Qui sont des milliers de panneaux qui produisent de l'énergie qui est récupérée et retransmise au réseau. Voilà. Mais on trouve aussi beaucoup d'autres technologies dans des énergies renouvelables. Vous avez dû voir dans un des halls pratiquement une trentaine d'entreprises qui vont être labellisées Sud de France dans le domaine du bois énergie. On reste dans les énergies renouvelables avec l'agriculture et photovoltaïque qui pourrait faire bon ménage. C'est l'idée lancée par un chercheur de l'INRA. Un prototype est actuellement à l'étude sur un champ cultivable où des panneaux photovoltaïques ont été installés sur pilotis. Retour donc sur cette expérience avec Maxence Kerebel de CTL TV. Et bien là on est à 4 mètres de hauteur puisque les panneaux ont été disposés pour que les engins agricoles puissent circuler normalement en dessous. Ce chercheur va peut-être modifier le visage des exploitations agricoles et surtout leurs revenus. Son idée, installer sur des pilotis des panneaux photovoltaïques qui surplombent un champ cultivable. Ainsi, plus de dilemme pour l'agriculteur qui hésitait à convertir son exploitation en centrale photovoltaïque. On essaye de voir si le mélange n'est pas plus efficace. Aujourd'hui, on fait des centrales photovoltaïques au sol qui remplacent les cultures. On pense que ce n'est pas une bonne solution et qu'on peut peut-être faire mieux en les associant. Ce prototype va être étudié et perfectionné ici pendant 3 ans. Car forcément, même espacés, ces panneaux produisent de l'ombre. Une ombre qui ne doit pas être trop nuisible aux cultures. L'idée, c'est de trouver un compromis. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de panneaux pour produire encore de l'électricité, mais suffisamment peu aussi pour ne pas créer trop d'ombre et pénaliser le développement des cultures. C'est un vrai challenge de pouvoir préserver en particulier en France une surface pour la production agricole et de ne pas donc la neutraliser comme on le fait déjà. On sait déjà qu'il y a une pression foncière très forte du fait du développement des villes. Installé sur 1 hectare, cet agrivoltaïque pourrait fournir de l'électricité pour environ 200 foyers. Séduit par l'innovation, un agriculteur lunélois va déjà l'installer sur 5 hectares de son exploitation. Voilà, et ce prototype est à l'étude pendant 3 ans. Une belle initiative et pourquoi pas pour les oliviers puisque nous parlons maintenant tradition et olives. Et retour sur un événement du week-end, la 20e édition des huiles nouvelles de Mauriès. Les Arlésiennes ont porté les jarres pour leur bénédiction et d'après les mouliniers, l'année 2010 s'avère un très bon cru. Alain Bérézy retrace cette journée de fête et de tradition. C'est sous un ciel bleu mais un vent glacial que s'est déroulée à Mauriès la 20e édition des huiles nouvelles. Samedi matin, le défilé composé des tambourinailles de la vallée des Baux, de la petite maille de Fourques
et d'une quarantaine d'Arlésiennes de la maintenance et des traditions du club taurin mouriaisin est allée au moulin à huile Rossi pour récupérer les jarres des 10 moulins que compte l'association. Ensuite, elles sont allées déposer ces jarres au moulin Peyre pour les faire bénir. Donc on est là aujourd'hui pour célébrer l'huile d'olive nouvelle, les mouliniers de la vallée des Baux, de Noël provençal accessoirement. Cette fête, on est ravis de vous voir si nombreux réunis. Alors que la récolte se termine et que les moulins tournent à plein régime, tous les mouliniers sont d'accord qu'en termes de qualité, le cru 2010 dépasse toutes leurs espérances. Je suis, comme vous voyez, je suis très entouré de charmantes provençales. Pour ce 20e anniversaire, je vais dire, je suis un président heureux que depuis 20 ans, il y ait autant de mouliniers qui m'entourent. Une preuve que la convivialité, l'amitié, la passion d'un métier rentrent en ligne de compte. Si aujourd'hui tout le monde connaît la grosse concurrence qu'il y a au point de vue international dans le domaine oléicole, mais je crois qu'avec le produit que l'on a, avec un produit de qualité, avec une spécificité extraordinaire, avec un goût formidable, je crois qu'on a encore une niche à trouver dans le marché, que ce soit national ou international. Alors on va se serrer les coudes et on va faire marche en avant. Et merci et bon anniversaire à tous. Voilà, tradition et passion donc du côté de Mouriès pour l'olive. On parle de sport maintenant avec 4 Nîmoises au championnat d'Europe. Le handball Cercle Nîmes sera présent au championnat d'Europe de handball qui se déroule en Norvège et au Danemark du 7 au 19 décembre. 4 joueuses représentent le HBCN. Camille Aiglon, Delphine Cara, Blandine Dansette et Sophie Herbrecht sous les couleurs françaises. Donc un record historique pour ce club, d'autant que Mariama Signaté, ancienne joueuse du HBCN, figure elle aussi au tableau de l'équipe de France. Les handballeuses françaises ont encaissé hier mercredi leur 2e défaite en 2 matchs à l'Euro. Donc elles ont perdu 21-18 contre la Hongrie et elles jouent demain vendredi face à la Slovénie, même si elles s'imposent. Donc vendredi, les vice-championnes du monde abordent le tour principal sans un point, ce qui compromet sérieusement leur objectif d'atteindre les demi-finales. Mais on compte quand même sur cette victoire vendredi, donc 10 décembre, France-Slovénie à 18h15. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Votre soirée sur Télémiroir avec Sortie Plein Sud que vous venez de voir, eh bien ce sera noir et blanc tout à l'heure à 20h50 en rediffusion. La rétrospective, seconde partie évidemment présentée par Patrick Mallet en direct des studios de CETEL à Montpellier pour retrouver en multidiffusion évidemment sur les 2 chaînes. Bonne soirée à tous en notre compagnie et à demain pour un forum avec Pierre-Paul Castelli consacré à Alès et Nîmes Alès. Bonne soirée.